Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panaméricaine, un podcast créé et animé par Marie Bescot et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux actuels en sciences sociales sur les Amériques. Que ce soit dans les films ou les nouvelles dont les médias français se font l'écho, les Amériques paraissent souvent être des territoires en proie à une violence particulièrement importante. Définir et historiciser la violence n'a rien d'évident, même pour celles et ceux qui consacrent leur carrière à l'étudier. Gilles Havard et Arnaud Exbalin que nous recevons aujourd'hui en savent quelque chose. Ce troisième arrêt lecture est consacré à leurs ouvrages respectifs. Arnaud Exbalin est maître de conférences à l'université Paris-Nanterre, rattaché à l'ESNA dans le laboratoire Monde Américain. Il a publié en 2023, aux éditions Champvallon, un livre intitulé « La grande tuerie des chiens, enquête sur les canicides à Mexico et en Occident, du XVIIIe siècle au XXe siècle ». Gilles Havard est directeur de recherche au CNRS, rattaché au Sénat dans le laboratoire Mondes Américains. Son ouvrage s'intitule « Les Natchez, une histoire coloniale de la violence », publié chez Flammarion et Talandier en 2024. Donc, avant d'entamer la discussion sur vos livres, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous en êtes arrivé à embrasser une carrière universitaire d'américaniste sur les sujets qui vous occupent respectivement, et quels sont les grands penseurs qui vous ont influencé tout au long de votre carrière ? Gilles, si tu veux. Oui, alors moi je suis devenu américaniste quand j'ai fait ma maîtrise d'histoire à Québec, à l'Université Laval, sous la direction de Denis Delage, un sociologue et un historien, qui, dans les années 80-90, était un pionnier de l'histoire des autochtones et qui essayait de repenser l'histoire du Canada en intégrant les questions autochtones dans ce récit. Et j'avais travaillé sous sa direction en traitant un sujet qui est indirectement lié au thème de la violence, puisque c'était la Grande Paix de Montréal de 1701, qui était un traité de paix entre les représentants du roi de France, donc le gouverneur du Canada, et une trentaine de nations amérindiennes. Et en fait, ça a été mon rite d'initiation à l'histoire amérindienne, si je puis dire, qui me permettait de me rendre compte de la centralité des Amérindiens dans l'histoire nord-américaine. Et j'étais pris à cette époque dans le mouvement de la nouvelle histoire indienne, New Indian History, qui s'est développé à partir des années 80-90 surtout. La question aussi de l'histoire du contact entre les cultures, puisque l'étude de ce traité permettait par exemple de se rendre compte qu'il y avait une hybridation des sociétés des cultures, l'étude d'une diplomatie interculturelle. C'est un événement également qui oblige à renoncer à une vision téléologique de l'histoire qui peindrait les Amérindiens uniquement comme des victimes de l'histoire. Les Amérindiens, pendant très longtemps, en Amérique du Nord, ont été en position de force. Le traité de Montréal le montre bien. Et d'ailleurs, jusqu'au milieu du 19e siècle, les 2/3 de l'Amérique du Nord sont encore sous le contrôle des Amérindiens. Lévi-Strauss appelle la période conradienne de l'histoire américaine, c'est-à-dire une période marquée par des conflits, mais aussi par des formes de cohabitation, et où le destin des Amérindiens, leur conquête, n'était pas écrite à l'avance. Et puis je découvrais aussi l'un des legs de la colonisation française, qui est un incroyable réservoir de sources. Donc la correspondance entre la Louisiane ou le Canada et Versailles, des relations missionnaires, des relations de voyageurs, qui sont à la fois des témoignages sur la construction d'un empire colonial, mais qui sont aussi des portes ouvertes de première main sur les sociétés autochtones, avec quelques chefs-d'œuvre de l'ethnographie comme Le Page du Prat. Son ouvrage s'intitule Histoire de la Louisiane en 1758, qui est aussi une ethnographie des Amérindiens de la basse vallée du Mississippi, ou encore le père Lafitau, un jésuite, qui a écrit un ouvrage très connu en 1724 où il compare les mœurs des Amérindiens avec celles des peuples de l'Antiquité. Donc finalement, mon terrain, c'est cette Amérique conradienne, et à travers elle, c'est faire l'histoire des autres, des sans-voix, de ceux qui précisément ont le plus de chances d'échapper aux archives. D'une part, les Amérindiens, qui sont, ça c'est le credo de la nouvelle histoire indienne, qui sont des acteurs historiques, mais mon approche, c'est qu'on ne peut en faire des acteurs historiques que si on tente de restituer au mieux leur épaisseur culturelle. Puis, outre les Amérindiens, les marginaux des sociétés occidentales,
D'où des ouvrages que j'ai pu faire sur les coureurs de bois, qui étaient souvent dénigrés par les élites coloniales et présentés comme des vagabonds. À travers ces autres, l'idée c'est de proposer une histoire de l'Amérique du Nord par les marges sociales, les marges géographiques, les marges linguistiques aussi, à travers la question justement de l'ancienneté, de la profondeur des contacts entre les Français et les Amérindiens, non seulement sur la côte atlantique, mais très loin dans l'intérieur du continent américain. Et toi Arnaud, qu'est-ce que tu peux revenir sur tes débuts justement d'américaniste ? Au départ, j'ai pas eu une ouverture sur les Amériques. J'ai commencé à faire mes premières recherches de master à l'époque sur les Alpes, sur l'électrométallurgie dans les Alpes. Dans les années 30, j'ai travaillé sur les mouvements de grève, en 36 notamment. Donc plutôt en histoire contemporaine, histoire des mouvements ouvriers, donc absolument rien à voir, hein. Si je suis passé à des études portant sur les Amériques, c'est surtout le fruit du hasard et des rencontres. J'avais passé l'agrégation à Lyon. J'avais commencé à enseigner au lycée pendant quelques années, puis je commençais à m'ennuyer. Et je traînais dans les couloirs de l'université de Lyon 2, où je tombe sur une enseignante que j'avais pour les programmes d'agrégation. Je me souviens bien, c'était au début des années 2000, sur la monarchie espagnole. Hein. Donc je rencontre Nadine Belligan qui me dit « Ah mais faites une thèse sur le Mexique à l'époque coloniale. Moi je connais bien Thomas Calvo, je peux vous recommander. » Donc j'ai pris contact avec Thomas Calvo qui était alors professeur d'histoire à Nanterre, et j'ai entamé un DEA sur les pulquerías, c'est-à-dire les tavernes à pulque de la ville de Mexico, et donc j'ai fait un DEA sur le contrôle policier, la surveillance des tavernes et la sociabilité des tavernes à pulque à Mexico. Et puis dans la foulée, j'ai enchaîné, ça me plaisait, j'ai enchaîné par une thèse sur la police à Mexico. Thomas Calvo m'avait alors donné le conseil suivant: partez 6 mois et prenez des sources, et puis vous revenez en France pour ensuite rédiger au plus vite. Et puis donc moi j'ai décidé de vendre ce que j'avais ici, et puis en fait je suis parti en 2004 et j'y suis resté 7 ans sans jamais revenir. Puis je dirais qu'il y a une deuxième raison qui fait que je me suis intéressé en tout cas au Mexique à l'époque coloniale, qui relèverait plus de raisons égo-historiques. Ça en remontait forcément au tréfonds de l'enfance. Je dirais que j'appartiens à une génération qui a été très en contact avec les dessins animés. Il y a une série qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui était Les Mystérieuses Cités d'Or, qui à mon avis a beaucoup joué sur toute une génération d'américanistes sans qu'on le dise forcément. Mais bon, voilà, c'est Mystérieuses Cités d'Or qui est finalement une version revisitée de l'Eldorado. Et chaque épisode se terminait par un court documentaire en noir et blanc sur les sociétés préhispaniques. Et voilà, ça je pense que ça a dû sédimenter dans mon esprit, et j'en suis encore aujourd'hui à faire de l'orpaillage. Alors pour ma part, les influences, c'est à la fois des historiens et des anthropologues. Des historiens, Marc Bloch, qui précisément était un pionnier de l'anthropologie historique, avec son fameux livre qui a un siècle cette année, Les Rois thaumaturges, qui est à la fois la naissance, si on veut, de l'histoire des mentalités, de l'histoire comparée aussi, puisqu'il compare la France et l'Angleterre, et donc de l'anthropologie historique. Donc c'est à la base du mouvement des Annales, qui sera fondé quelques années plus tard. Parmi les historiens également, celui qui avait co-dirigé ma maîtrise d'histoire que j'avais réalisée à Québec, André l'Espagnol, dont la thèse d'état, c'est Messieurs de Saint-Malo, qui était une étude des négociants malouins à l'époque de Louis XIV, mêlait histoire de l'expansion océanique et histoire sociale, et a beaucoup inspiré ma propre habilitation à diriger des recherches qui portaient sur les coureurs de bois en Amérique du Nord. Bon, je pourrais aussi citer Brodel pour la question des permanences et de la longue durée. Et puis du côté des anthropologues, j'essaye d'être fidèle à une anthropologie objectiviste, qui s'attache à la résolution des mystères du lien social, qui reste attaché également à la notion de culture, c'est-à-dire qui s'intéresse à la diversité des cultures et qui tente de comprendre ces cultures de l'intérieur, et qui également s'adonne à une réflexion sur l'altérité. Donc là, je peux citer Lévi-Strauss par ses comparaisons, précisément typiquement américanistes, des mythes amérindiens, et qui offre une perspective sémantique également très intéressante. Je prends juste un exemple dans des pages de L'origine des manières de table, qui est le 3e volume des mythologiques, et qui a un rapport d'ailleurs avec le thème de la violence.
Hein, c'est ces rapprochements qu'il fait entre le scalp prélevé chez les ennemis, scalp sanguinolent d'une part, et le sang menstruel d'autre part, qui permet de réfléchir à la dimension génésique de la guerre, qui, du point de vue des Amérindiens, consiste souvent, c'est pas la seule dimension, mais à fabriquer des enfants, à adopter des captifs et à fabriquer des enfants. Et puis dans son sillage, il y a Emmanuel Devaux, qui est un anthropologue donc, de la HESS que vous connaissez, qui également opère ces comparaisons très larges, lui pas tant sur les mythes que sur les rites, les organisations sociales, et qui étudie notamment, un peu dans le sillage de Pierre Clastres, le caractère intrinsèque de la violence guerrière dans les sociétés amérindiennes, en étudiant de près l'activité de prédation. Je peux citer également un anthropologue qui était aussi un ethno-historien, donc qui a joué un rôle très important pour définir cette méthode, plutôt à cheval sur les deux disciplines, histoire-anthropologie, qui est un spécialiste des Indiens des plaines, qui s'appelle Raymond Demali, qui a écrit beaucoup d'articles et d'ouvrages sur les Sioux en particulier. Et puis un dernier nom peut-être, Marshall Salins, pour notamment son ouvrage Des îles dans l'histoire, pour cette idée selon laquelle la communication entre les cultures, c'est un lieu privilégié pour penser les pratiques sociales de part et d'autre de la barrière culturelle. Cette communication entre les cultures est pensée comme un lieu d'actualisation, on pourrait dire aussi de mise à nu des agissements culturels, des autochtones en particulier, avec notamment l'interprétation qu'il offre de la mort du capitaine Cook à Hawaï en 1779, et la question du rapport entre événements et structure. On ne peut interpréter selon lui la mort de Cook, qui est tué par les Hawaïens, qu'en rapportant cet événement à la trame culturelle polynésienne. Merci. Merci. Et Arnaud, est-ce que vous avez quelques références Alors oui, j'ai plein de références, effectivement, dans le travail de l'historien. C'est une foultitude d'ouvrages qui viennent s'accumuler, qui se mélangent, et je pense que c'est au mélange de ces lectures que naît des recherches originales. Alors, si je devais citer quelques noms ou quelques ouvrages, alors je resterai dans le champ américaniste. Moi, trois ouvrages m'ont notamment marqué dans mon approche des sociétés coloniales. C'est tout d'abord l'ouvrage de Serge Grudzinski, qui à mon avis est un indépassable, La colonisation de l'imaginaire, donc vraiment pour aborder comment au plus profond des structures mentales des Indiens, les Indiens se sont absolument toujours adaptés, ont été extrêmement perméables à l'alphabétisation, à l'apprentissage du latin, et comment tout ça s'est mélangé dans des formes d'écriture complètement inédites comme les codex coloniaux. Donc ça serait plutôt pour la partie histoire, XVIe siècle. Il y a un autre auteur que j'aime bien lire et dont la lecture m'a beaucoup inspiré, c'est Alain Musset, également à l'école des hautes études en sciences sociales, notamment tout son travail qu'il a fait sur la transformation écologique de la ville de Mexico, et notre ouvrage que j'ai apprécié qui sont les villes nomades du Nouveau Monde, où il montre à partir d'un immense corpus comment ces premières fondations urbaines n'ont pas perduré dans le temps, et ces premières villes ont été amenées à être déplacées à la recherche de sites beaucoup plus favorables. Et donc à partir de là, de faire une lecture beaucoup plus nuancée de l'imposition d'un ordre espagnol, de ce miracle des 330 villes fondées en l'espace de quelques années. Non, il montre que c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà, ça c'est plus pour mon intérêt pour l'histoire urbaine. Et puis il y a un troisième ouvrage, plus largement anthropologique, qui m'avait marqué. J'étais assez jeune au moment où je l'ai lu. C'est Les Lances du crépuscule de Philippe Descola. Voilà, dans cette fameuse collection Terre humaine que j'avais absolument dévoré, qui m'avait beaucoup inspiré avant de partir d'ailleurs au Mexique. Alors maintenant, donc on va s'occuper à vos livres que vous venez de publier, et on aimerait savoir donc comment est-ce que vous êtes venu à travailler sur ces sujets spécifiques. Toi Arnaud, comment est-ce que les chiens de Mexico sont arrivés sur ta route?
Et toi, Gilles, donc comment est-ce que tu t'es mis à travailler plus spécifiquement sur les Natchez? Arnaud, est-ce que tu peux revenir sur cette découverte? Oui, alors ce projet portant sur des massacres canins est né à la conjonction, selon moi, de deux éléments. Le premier, c'est un intérêt, voire une fascination pour les chiens et pour les hommes et les femmes qui parlent aux chiens, à leurs chiens ou aux chiens des autres. Et à vrai dire, il y a certains chiens qui m'intéressent plus que d'autres. Ce sont les chiens errants que j'ai croisés lors de mes nombreuses pérégrinations sur l'altiplano mexicain, où bien souvent j'étais accompagné d'un chien errant qui me suivait, qui était avec moi sans forcément me demander à manger. Tous ces chiens qui m'ont accompagné m'ont beaucoup aussi questionné sur la relation homme-chien. Et puis le deuxième élément, c'est la découverte d'une liasse aux archives municipales de la ville de Mexico. Cette liasse est intitulée Matanzas de Perros, c'est-à-dire littéralement tuerie de chiens. Et j'avais découvert cette liasse il y a longtemps, c'était dans les années 2006-2007. J'avais sauté dessus parce que cette liasse répondait à une partie de mes questionnements que j'avais alors sur le déploiement d'une nouvelle police à Mexico à la fin du XVIIIe siècle, une police éclairée, une police administrative sur le modèle européen. Et donc j'avais épluché cette liasse, j'en avais très rapidement tiré quelques centaines de pages que j'avais envoyé à mon directeur de recherche d'alors, qui avait gentiment ou poliment refusé le manuscrit en me disant que c'était pas vraiment sérieux de travailler sur des chiens. Donc j'avais mis ce premier manuscrit au rebut. J'en avais tiré simplement un co-article que j'avais intitulé « Le grand massacre des chiens » qui portait sur... qui était une inspiration à la Downton de son travail sur le grand massacre des chats. Et puis finalement, j'ai repris ce manuscrit à la faveur d'une habilitation à diriger des recherches. Donc à vrai dire, l'ouvrage est le fruit d'un processus d'écriture ou de mise en récit relativement long. Alors j'ai construit l'ouvrage comme s'il s'agissait d'un petit animal. En gros, au départ, j'avais un corps avec une gueule. C'est donc une micro-histoire d'un massacre de chiens. Mais l'ouvrage tenait pas debout. Donc j'ai décidé d'y ajouter à la fois des pattes arrière, une patte qui plongeait dans l'histoire profonde des relations homme-chien, donc plusieurs millénaires, une autre patte qui plongeait dans une relation très spécifique des chiens pendant la colonisation, et puis deux pattes avant, qui correspondent aux deux derniers chapitres de l'ouvrage. Première patte avant, c'est celle d'une comparaison des massacres mexicains avec d'autres massacres qui ont lieu au cours du 19e siècle en Europe, donc notamment à Madrid en 1832, à Paris en 1878 et à Istanbul en 1910, qui est une sorte de montée en généralité où je tente d'esquisser un système canicide. Et puis j'avais une dernière patte qui est mon dernier chapitre, qui est une sorte d'étude sur le biopouvoir déployé dans les techniques de mise à mort des chiens, notamment autour de deux dispositifs, la strychnine, qui est donc un agent chimique qui a permis de tuer des millions, je dis bien des millions de chiens, et puis la chambre à gaz. Peut-être qu'il faut rappeler pour les auditrices et auditeurs ce que sont ces chiens à Mexico au XVIIIe siècle. Bon, Mexico au XVIIIe siècle, c'est la capitale de la Nouvelle-Espagne, c'est une ville impériale, c'est son titre, donc c'est une mégapole américaine qui fait quasiment 150 000 habitants à la fin du XVIIIe siècle. Donc la plus grande ville des Amériques, qui est bien évidemment, on le sait, l'héritière de Tenochtitlan, cette puissante cité-État édifiée sur une île au milieu de lacs, située à 2200 mètres d'altitude. Et puis cette ville, c'est surtout un creuset de populations qui se sont mélangées au fil des siècles, entre espagnols, indiens, noirs, asiatiques, plus tous les sans-mêlés. Et au milieu de ces milliers d'habitants, il y a tout autant de chiens. Le chien qui est le seul animal, je le rappelle, commun aux deux mondes qui s'affrontent alors au XVIe siècle, la Mésoamérique d'un côté et l'Espagne de Charles Quint. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas des mêmes chiens. Chez les Mexicas, les Aztèques, les chiens sont des animaux très communs, plutôt de petite taille d'ailleurs, selon les études archéologiques. Certains sont sans poils, ce sont les fameux Cholo Escuincle. D'autres sont engraissés à dessein pour être consommés lors de rituels. Et ces chiens, surtout, ne sont pas utilisés pour faire la guerre. Le chien, dans les civilisations mésoaméricaines,
est un animal sacré, une sorte de passeur entre les mondes. C'est l'être psychopompe par excellence, puisque c'est celui qui permet aux défunts de rejoindre le royaume des morts. Et puis les chiens des Espagnols sont au contraire de gros chiens qui ont été dressés au trac et à la guerre, qui sont des chiens d'attaque, de combat. Ce sont ces fameux lévriers dogs matins, terrifiants, qui ont été utilisés à la fois pour effrayer les ennemis et décharner les Indiens. Mais Gilles, il me semble que toi, tu es plutôt spécialiste du pays d'en haut, enfin tu fais le lien entre Québec et Louisiane. Que tu pourrais nous expliquer comment tu as connu les Natchez dans tes recherches, et oui, venir sur la jeunesse de ce livre qui nous occupe aujourd'hui. Alors effectivement, d'abord peut-être rappeler ce qu'est cet événement qui fait l'objet donc de mon livre, une bonne partie de mon livre sur les Natchez. C'est une tuerie de masse qui a lieu au petit matin du 28 novembre 1729, et ce sont des Natchez qui, par surprise, viennent tuer des colons français, les hommes surtout, qui vivent là avec les Natchez en interaction depuis une dizaine d'années. Et donc cette tuerie, qui apparaît sous le terme de massacre dans les sources, est un mystère dans l'histoire de l'Amérique française, notamment parce que précisément cette Amérique française, que moi j'appelle l'Amérique franco-indienne, s'est construite sur la base des alliances avec les Amérindiens. Et donc il y a cette idée qui s'est développée dans l'historiographie, selon laquelle les Français auraient eu une capacité particulière à s'entendre avec les populations autochtones, à la différence des Britanniques, des Espagnols, plus tard pour l'Amérique du Nord, des Américains. Alors cet événement, je l'ai surtout appréhendé une première fois lorsque je faisais des recherches pour le livre que j'ai coécrit avec Cécile Vidal, qui est paru en 2003, Histoire de l'Amérique française, qui était un ouvrage précisément dans lequel on essayait de connecter différents types d'historiographie qui ne se parlaient pas toujours, et notamment en prenant l'Amérique française au sens large, en tout cas pour l'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'Acadie, le Canada, la Louisiane, et donc avec cette région charnière effectivement que j'ai étudié dans ma thèse, qu'on appelle les pays d'en haut, parce que pour s'y rendre, donc c'est la région des Grands Lacs, les coureurs de bois ou les missionnaires remontaient les rivières. Et donc, perspective aussi de connexion donc, des historiographies à la fois impériale et atlantique, à la fois continentale, parce que il faut considérer immédiatement l'Amérique du Nord comme un tout, justement pour faire cette histoire continentale, et l'histoire de la Nouvelle-France nous y invite, compte tenu de la profondeur des réseaux d'alliance avec les Amérindiens, donc tout au long de la vallée du Mississippi et même au-delà dans les grandes plaines au cours du XVIIIe siècle. Et puis, autre aspect, alors il y a l'histoire de l'esclavage dont Cécile Vidal est spécialiste, et moi, plus la question de l'histoire amérindienne. Lors des recherches donc, pour ce livre, je m'étais rendu en 2002 à la Newberry Library à Chicago pour étudier différentes sources françaises, parce que dans les dépôts d'archives des États-Unis et du Canada, il y a énormément de sources en français, qui ne sont pas toujours d'ailleurs utilisées par les historiens américains, et notamment un manuscrit qui à l'époque était encore obscur, qui est celui de Dumont de Montigny, qui est un des deux grands chroniqueurs de la guerre entre les Français et les Natchez, avec le Page du Pras que je citais précédemment, et qui a été témoin dans une certaine mesure de tous ces événements en Louisiane dans les années 1720. Et puis lors d'un voyage là en touriste, je m'étais aussi rendu en 2003 à Natchez, donc petite ville du Mississippi, où j'avais pu visiter aussi le site archéologique où se trouvait le grand village des Natchez, parce que les Natchez, c'est une population amérindienne qui comptait à l'époque des Français une dizaine de villages. Et donc ce peuple, un petit peu comme, même si je ne suis pas du tout dans cette filiation, mais un petit peu comme les Français, le Page du Pras et Dumont du Montigny, qui étaient des colons, avaient été fascinés par cette société, moi aussi j'ai été fasciné, à la fois saisi par ce mystère du massacre, et d'autre part par cette société amérindienne un petit peu atypique par rapport à d'autres que j'avais pu étudier dans le cadre de ma thèse, la région des Grands Lacs, ou de ma maîtrise sur la paix de Montréal, parce que ça concernait aussi surtout l'histoire du Canada. D'ailleurs, les colons français qui commencent à coloniser la Louisiane, donc la basse vallée du Mississippi,
à partir de la toute fin du XVIIe siècle. La colonie est fondée en 1699, donc 30 ans avant le massacre de 1729. Précisément décrivent cette société natchez comme extrêmement sophistiquée. Il y a cette formule coloniale condescendante des colons qui concerne les sociétés amérindiennes du Canada, sauvages, sans foi, ni loi ni roi. Là, au contraire, on a une société qui rappelle à certains égards, même si c'est totalement fantasmatique et illusoire, la société absolutiste Louis XIVienne, avec des rituels omniprésents et avec un chef qui s'appelle le Grand Soleil. Donc évidemment, pour des Français de l'époque de Louis XIV, ça fait un petit peu sens, et qui est considéré par les Natchez comme le frère cadet de l'astre solaire. C'est une société également qui est hiérarchisée, avec au sommet une sorte de lignage royal qui ce sont les soleils, et puis 3 autres groupes en dessous qui sont les nobles, les considérés, et puis tout en bas, ceux que l'imaginaire français pourrait qualifier de roturiers, ce sont les puants. Et en fait, ce sont 2 moitiés, donc le dualisme des Amérindiens est extrêmement prégnant dans cette région d'Amérique du Nord. Donc on a 2 moitiés, la moitié céleste, à laquelle appartiennent les soleils, les nobles et les considérés, et la moitié terrestre, si l'on veut, qui est celle des puants, ce terme étant lié probablement aux odeurs nauséabondes des marécages, des bayous. Et puis il y a un autre aspect de la société natchez qui a fasciné et en même temps choqué les Français, c'est le fait que les soleils natchez avaient 2 privilèges. Le premier privilège, c'était que les autres natchez s'adressaient à eux en aboyant. Donc là, il y a la thématique des chiens qui réapparaît, donc j'explique cela dans mon livre. Et l'autre élément, c'est que les soleils bénéficiaient, entre guillemets, de funérailles particulières, au sens où, à la mort d'un soleil, homme ou femme, il y avait des dizaines d'individus de leur entourage qui étaient étranglés pour les accompagner, c'est ce que les préhistoriens appellent les morts d'accompagnement, ce que j'appelle dans mon livre le sacrifice mortuaire, pour les accompagner dans le pays des morts, pour continuer à les servir. Donc il y a toutes sortes de caractéristiques socioculturelles des Natchez qui ont fasciné les Français et qui font que dans les sources coloniales françaises, c'est le peuple, avec les Hurons de la région des Grands Lacs, c'est le peuple qui a suscité le plus d'écrits. Bon, maintenant, on aimerait savoir comment vous faites, chacun à votre manière, l'histoire de la violence dans les Amériques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes de vos méthodologies? Gilles, si vous voulez commencer. Oui, alors une des raisons pour lesquelles les Français ont été en guerre avec des peuples amérindiens, c'était qu'ils ne pouvaient pas s'allier avec toutes les nations parce que ces nations amérindiennes se faisaient la guerre les unes les autres. Les conflits les plus connus, c'est contre les Iroquois au XVIIe siècle, et puis au XVIIIe siècle, les guerres des Français contre les Renards ou Mesquaquiers, un peuple des Grands Lacs, et si on va en Louisiane, donc dans la basse vallée du Mississippi, les Natchez ou également les Chickasha. Cette violence, c'est-à-dire cette violence guerrière, militaire, il faut l'étudier, à mon sens, dans toute sa complexité et sous tous ses aspects, tels qu'ils peuvent être restitués par les sources. Donc il faut à la fois étudier la violence coloniale et il faut étudier également la violence amérindienne. Donc je dirais que mon approche essaye de tenir compte de 3 choses de façon combinée pour étudier une guerre, une attaque, un massacre. Premier point, c'est quelle est la nature des relations entre les Européens et les Autochtones au moment du surgissement de la violence. Ensuite, deuxième élément, quelles sont les formes traditionnelles de la violence amérindienne. Troisième élément, quelles sont les formes traditionnelles de la violence dans l'Europe moderne et en quoi, donc de l'Europe des 17-18e siècle ou 19e siècle, et en quoi les niveaux de violence en Amérique coloniale s'inscrivent dans une sorte de continuité ou pas par rapport à la violence d'État ou la violence guerrière qui peut s'exercer en Europe contre des minorités religieuses par exemple. Donc est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a des franchissements de seuil? Voire est-ce qu'il y a des formes spécifiques de brutalisation qui tiendraient au contexte colonial américain? Et pour cela, il faut, à mon sens, connecter 3 types d'historiographie. Donc l'histoire des empires coloniaux, ensuite l'anthropologie de la guerre amérindienne, et c'est pour ça qu'il faut lire les anthropologues et par exemple tout ce que les ethnologues américains de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont pu
apporté à travers leur étude de terrain et le fait qu'ils aient interrogé des Amérindiens qui avaient connu la vie traditionnelle, entre guillemets, avant l'époque des réserves. Donc là, on a un corpus de sources et d'informations extraordinaires que les historiens américains ont parfois tendance à oublier aujourd'hui. Et puis, troisième élément, donc troisième type d'historiographie, c'est l'histoire militaire européenne. Ce que je constate, c'est que dans l'historiographie états-unienne récente des Amérindiens, on s'intéresse un petit peu moins à la question de l'anthropologie de la guerre amérindienne, d'une part, et également aux antécédents de la violence, c'est-à-dire on établit rarement des comparaisons avec la guerre telle qu'elle se pratiquait en Europe au même moment. Je donne juste un exemple, dans des ouvrages d'historiens américains récents, on refuse d'utiliser le terme guerrier, warrior, pour désigner les combattants amérindiens, et on lui préfère le terme soldier, donc soldat, comme si le terme guerrier était suspecté d'appartenir à un lexique colonialiste. Mais de fait, on projette sur les sociétés amérindiennes des logiques culturelles qui sont pas celles des sociétés amérindiennes, mais qui sont celles de l'Occident, par exemple. C'est-à-dire le soldat, c'est le militaire qui reçoit une solde, dont la profession est d'aller faire la guerre, alors que le guerrier, c'est, on pourrait dire, pour simplifier, plus un mode de vie, puisque tous les hommes des sociétés amérindiennes potentiellement pouvaient faire la guerre, et puis il y avait la notion d'exploit individuel était sans doute beaucoup plus saillante dans les sociétés amérindiennes. Pour ce qui est des sources, alors, petite chose banale en préambule, si la violence est destructive, elle a aussi cet effet paradoxal d'être un lieu de production de sources. Pourquoi est-ce que on a beaucoup de choses sur les Natchez? C'est à la fois parce que c'est une société, je l'ai dit, qui a fasciné les Français, mais c'est aussi parce qu'il y a eu ces guerres, et qui dit guerre, comme qui dit homicide avec les archives judiciaires, qui dit guerre dit chronique militaire, dit également ethnographie, parce qu'il y avait aussi une curiosité des missionnaires ou des lettrés des colonies pour les sociétés amérindiennes et pour la question de la violence. Donc le thème de la guerre, le thème de la torture est très présent dans ces écrits. Et donc pour étudier ces sources, je pense qu'il faut porter une très grande attention au vocabulaire. Et il faut l'interpréter, ce vocabulaire, en utilisant les dictionnaires de l'époque. Alors pour ce qui est du terme de violence, il apparaît assez rarement dans mes sources, mais par exemple, j'ai pu retrouver une lettre de Louis XIV de 1681 qui concerne les Amérindiens du Canada, où il s'agit de ne faire aucune violence à mes sujets naturels, là il parle des colons, et il faut traiter les sauvages avec la même douceur, fermez les guillemets. Donc ça c'est l'approche soi-disant plus humaniste des Français là, qui semble transparaître dans cette formule, même si en réalité il y a eu beaucoup de brutalité militaire à l'encontre des Amérindiens, y compris en Nouvelle-France. Il y a aussi tout le vocabulaire de la torture, avec des expressions comme les cruautés ordinaires des sauvages, ou comme brûler les prisonniers, ou supplicier, autre terme qui apparaît parce que les sociétés, en tout cas à l'est du Mississippi, pratiquaient beaucoup la torture. C'est beaucoup moins présent à l'ouest du Mississippi, dans les Grandes Plaines. Le terme grillé ou grillade pour désigner le fait de brûler ses ennemis. Puis évidemment, par rapport au scalp, alors le terme français c'était chevelure. Donc enlever la chevelure, ça c'est une expression qui apparaît très très souvent. Il y a aussi le vocabulaire de la tuerie. Donc il y a ces mots qui apparaissent dans les sources des 17-18e siècle. Homicide, assassin ou assassinat, boucherie, carnage, massacre évidemment. Et puis si je reviens à la tuerie de 1729, plus un vocabulaire à portée politique qui déploie des termes comme trahison, soulèvement, perfidie, vengeance, conspiration, complot, conjuration, voire révolte, même si j'ai essayé de discuter dans mon livre l'idée que les Natchez s'étaient révoltés contre les Français. Et donc j'ai essayé de repérer les occurrences de ce terme qui n'apparaît pas immédiatement, qui apparaît dans les années suivantes pour désigner l'attaque natchez. Arnaud, est-ce que vous voyez des similitudes dans votre démarche avec celle de Gilles? Est-ce qu'il y a des termes particuliers que vous avez rencontrés dans les sources? Alors oui, en effet, le sujet des violences dans l'Amérique coloniale est un vaste et délicat sujet. Alors je me limiterai à parler de la violence physique, et je n'évoquerai pas la violence symbolique, qui est encore un autre thème. Et là, il faudrait s'entendre sur les termes et d'emblée écarter un certain nombre de biais. Alors pour ma part, j'en signalerai 3. Le premier, c'est de croire que la violence est uniquement le fait des Européens. Et donc il faut très rapidement dépasser le binôme espagnol violent, brutal et sanguinaire, et
l'Indien stoïque, doux et pacifique. Ça ne marche pas et ça tient pas une seconde à l'épreuve des sources. Le deuxième biais, c'est de penser que les niveaux de violence physique sont structurellement plus élevés dans les Amériques coloniales que dans l'Europe d'Ancien Régime. Donc ça pose toute la question des violences. Qu'est-ce que ce sont ces violences en contexte colonial? Et puis le troisième biais consisterait à projeter la situation actuelle d'un niveau de violence exacerbé, notamment dans certaines régions, Colombie, Équateur récemment, Venezuela, Mexique, qui est exacerbé donc par tout le narcotrafic et tous les trafics divers qui existent. Et donc de projeter cette situation actuelle sur des sociétés anciennes d'Ancien Régime où les modalités d'expression de la violence sont fort différentes. Voilà, effectivement, quand on travaille sur la violence, on a tous en tête ces niveaux de violence hallucinants qu'on a tendance à calculer en nombre d'homicides pour 100 000 habitants. Hein. Vous connaissez ce fameux critère. Quand je prends la liste d'ailleurs des villes les plus dangereuses au monde, apparaissent en premier Tijuana, Acapulco, Caracas, Ciudad Juárez. Bien avant, on est au-delà des 100 morts violentes pour 100 000 habitants, que Marseille, hein, qui, avec ses quelques 30 ou 40 morts par an, fait figure de ville calme. Hein. Alors, dans mes travaux, je me suis intéressé à plusieurs reprises à certains types ou situations de violence et à son envers, puisque moi, ce qui me préoccupe, c'est la pacification des mœurs, notamment en ville. Alors, j'ai abordé, par exemple, toute la question des petits délits, des délits ordinaires en ville, commis avec violence, hein, c'est les vols à l'arraché par exemple, et tous les faits de violence exercés avec les armes. Voilà, j'ai travaillé notamment sur les armes, comment les armes étaient désignées dans les règlements de police, et comment la manière de qualifier l'arme, de bien la définir, était en soi déjà une manière d'agir sur la limitation de la circulation des armes. Et du coup, je me suis intéressé à la justice criminelle, et donc là, je renvoie toutes ces archives criminelles qui abondent absolument dans toutes les villes. Moi, je m'étais intéressé à un tribunal d'exception qui est la Cordada, qui est une sorte de maréchaussée qui a juridiction dans les villes et qui est capable de juger sur place et d'exécuter la peine immédiatement. Puis je m'étais intéressé aussi à la violence émeutière, hein, notamment à une émeute qui a eu lieu en 1692 dans la ville de Mexico, le 8 juin. Alors c'est une émeute qui a duré seulement quelques heures, dans un contexte plutôt classique de crise frumentaire, mais qui avait débouché sur des niveaux de violence extraordinaires avec le sac du marché, l'incendie du palais du vice-roi qui avait cramé aux 2/3. Et donc les historiens s'étaient beaucoup interrogés pour savoir s'il s'agissait d'un simple tumulte, d'une simple émotion populaire ou d'une véritable révolte avec toute la dimension politique. Sauf que cette émeute ne dure que quelques heures et donc elle n'a pas le temps de se traduire par des mots d'ordre, par des demandes qui seraient formulées aux autorités. Et moi, j'ai montré en cartographiant ces faits de violence sur la place à Mayor que si, en fait, les faits de violence étaient déjà une forme de langage politique et donc signaient en quelque sorte la dimension politique de la révolte. Et puis, il m'est arrivé de m'intéresser aux violences pendant les guerres de conquête, et c'est là peut-être que je rejoins Gilles, avec les violences guerrières qui sont pratiquées notamment par les sociétés mésoaméricaines, celles des Mexicas, mais de toutes les cités-États, dont le fonctionnement repose par une forme de guerre perpétuelle contre les voisins. On a longtemps cru que les Mexicas pratiquaient une sorte de guerre fleurie, qui serait une version peace and love de la guerre, qui serait réglée de manière à s'approvisionner en captifs pour alimenter les différents rituels de chaque cité-État. Mais finalement, quand on regarde les sources préhispaniques, on s'aperçoit qu'il y a bien eu des massacres d'hommes, des hommes qui étaient capturés et immolés tout de suite, que les Mexicas étaient de redoutables combattants qui agissaient avec leurs propres armes, flèches, matraques, lances. Et côté espagnol, bien évidemment, une violence technologique amplifiée par les armes à feu, par les chevaux, par les chiens, et puis par une tradition, effectivement, au moment où ils arrivent, il y a déjà eu les guerres en Italie, ils arrivent avec un niveau de savoir-faire en termes de violence guerrière très élevé. On peut parler d'une guerre, de forme de guerre d'anéantissement. Et puis, bien évidemment, ce qui m'intéresse, c'est dans l'ouvrage que vous avez présenté,
qui est la violence exercée sur les animaux, notamment sur les chiens et sur un certain type de chiens, les chiens errants. Pourquoi ? Parce que selon les contemporains, ils incarnent le degré le plus misérable, le plus détestable des êtres vivants en ville. C'est-à-dire que ces chiens errants sont accusés de tous les maux et donc ils doivent être exterminés. Ils sont accusés d'être des êtres paresseux, concupiscents, qui se frottent contre les jambes des jeunes filles, bruyants, ils passent leur temps à aboyer, ils sont sales et bien sûr ils sont vecteurs de terribles zoonoses. Alors, dans mon enquête sur les massacres de chiens, je distingue deux types de violences exercées sur les canidés. Le premier, c'est une violence ordinaire, une violence quotidienne sur les chiens parias, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui dans ces villes. Ces chiens sont souvent roués de coups, on leur jette des pierres, certaines automobilistes essaient de les écraser, vous avez peut-être vu ça sur vos terrains respectifs. En tout cas, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et puis, une deuxième type de violence qui est une violence exterminatrice, qui se fait cette fois-ci à grande échelle, qui est exercée par les plus hautes autorités politiques et qui se déroule selon des politiques volontaristes de décanisation. Donc moi, pour ma part, quand on arrive à ce niveau de violence-là, je parle de canicide. Canicide lorsqu'il y a une ingénierie qui est mise en place avec un personnel ad hoc, un système de primes pour récompenser les tueurs de chiens, un système d'évacuation des dépouilles et qui se traduit par des prélèvements de plusieurs dizaines de chiens par jour et ce sur plusieurs mois. Je donne quelques chiffres. Ville de Mexico, donc 20 000 chiens ont été éradiqués, exterminés même, on dit dans les sources. Entre 1790 et 1793, on est alors en pleine Révolution française, ça se termine par la terreur au même moment en Europe. À Paris, été 1878, en 2 mois, on a 4500 chiens qui vont être raflés dans les rues, puis ensuite exterminés à l'intérieur des fourrières, à l'été donc 1878 à Paris. Et puis à Istanbul, donc en 1910, au moment de l'arrivée au pouvoir des jeunes Turcs, des capteurs de chiens ont capturé 30 000 chiens en 1 mois, c'est absolument considérable, et ces chiens ont été déportés sur une île où ils vont finir par mourir déshydratés ou par s'entre dévorés. Donc ce qui m'intéresse, c'est après, dans le détail, puisque ces violences, contrairement au massacre d'humains dans le cas de Gilles, sont mises en action de manière quasiment continuelle. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que cette violence d'État prend plusieurs formes. Ces chiens peuvent être abattus au bâton en pleine rue, donc moi je parle de violence chaude. Ils peuvent être empoisonnés avec Hierba de Puebla ou noix vomique en Europe, et donc là je parlerai plutôt d'une violence froide, puisqu'elle se fait sans contact physique directement avec le chien, ce qui pose d'ailleurs un défi à la police, parce qu'après les chiens ils vont mourir à l'autre bout de la ville, il faut retrouver les corps, ne pas les oublier. Et puis vous avez ces chiens qui ont été capturés vivants avec la fourrière, puis triés et abattus dans les fourrières. Donc moi pour ma part je parlerai ici d'une violence cachée. Et puis plus intéressant encore, je me suis posé la question de savoir s'il pouvait y avoir homicide sans violence. Donc c'est toute la question de la mort douce et de l'euthanasie, puisque j'essaie de montrer dans l'ouvrage que tous les progrès sur l'euthanasie ont été faits autour de la mort des chiens, et c'est dans les années 1870, dans la banlieue chic de Londres, qu'est née une invention terrible, mais terriblement efficace également, qui est une chambre à gaz pour chiens, qui a été testée pour euthanasier les chiens du voisinage bourgeois qui étaient défaillants, sur le point de mourir, et pour les faire partir de manière digne, qu'un certain Benjamin Richardson invente cette chambre à gaz qui est une forme de mort par endormissement, par vapeur narcotique. Et j'ai essayé de montrer comment ce dispositif circulait entre l'Angleterre, puis la France, les États-Unis, le Mexique, donc c'est moi là où je découvre ce dispositif, sous Porfirio Diaz, et probablement en Allemagne. Merci Arnaud, et on voit bien avec tout ce que tu décris, justement aussi les liens qu'on peut faire entre ces usages de violence destinés à des sociétés animales, ici les chiens, mais aussi les sociétés humaines. Et tu parles d'extermination, et ça rejoint quelque chose qui est aussi très en vogue aujourd'hui dans les études, donc des genocidal studies, qui vont justement parler de génocide, ici pour concerner les populations humaines, et parler de génocide des populations amérindiennes. Toi Gilles, est-ce que tu considères qu'il est possible d'utiliser ce terme ? Comment est-ce que tu décrirais justement ces violences coloniales et ces massacres ?
Comme disait Lucien Febvre, il faut se méfier des mots. D'où l'importance de revenir toujours au dictionnaire d'époque pour interpréter les sources et les termes qui sont utilisés pour qualifier la violence à l'époque. Pour ce qui est du terme massacre, Arnaud en parle également dans son livre et il rappelle, je crois que la définition de ce terme évolue au cours du XVIe siècle, puisque à l'époque médiévale, tu le diras mieux que moi, mais ça dénotait plus le vocabulaire de la boucherie, le fait d'abattre des chiens, des bêtes, plus généralement en frappant avec acharnement. Et puis, dans le contexte des guerres de religion, le terme a acquis le sens plus moderne qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi, le massacre des colons par les Natchez en 1729, ce terme massacre est omniprésent dans les sources. Je l'ai repris à mon compte, pas pour coller aux sources, mais parce que ça correspond bien à la définition. Alors je m'appuie notamment sur l'ouvrage important de Jacques Sémelin, Purifier et détruire, donc est une étude comparative des formes de violence extrême, y compris les génocides, et que le massacre, c'est le fait de tuer des gens qui ne sont pas des combattants, des hommes, des femmes, des enfants, ou alors des soldats sans armes. Et c'est ce qui se passe le 28 novembre 1729, même s'il y a eu un petit foyer de résistance de Français, et même s'il y a eu 12 Natchez qui auraient été tués ce matin-là, mais c'est quand même une séquence meurtrière qui est fondée sur l'effet de surprise et qui se solde par tuerie massive. Voilà, alors pour ce qui est justement le mot massacre, on voit que le sens évolue au XVIe siècle. Le mot extermination, je pense que je suis pas certain que l'étude ait été faite à fond, mais c'est vrai que ce terme apparaît dans les sources du XVIIIe siècle, notamment pour désigner la politique, ce sont les administrateurs français qui l'emploient pour désigner leur guerre contre les renards, ce peuple des Grands Lacs. Il faut exterminer les renards. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement ? Je pense qu'il faut revenir à l'étymologie. C'est-à-dire que le mot extermination a aussi évolué, donc comme je disais, mais à partir de quand est-ce qu'il a acquis son sens actuel, anéantir un peuple ? Donc il faut revenir à l'étymologie. Exterminare, c'est condamner quelqu'un à quitter son pays ou son lieu de résidence. Donc c'est chasser quelqu'un ou un groupe de gens, bannir, et donc encore une fois, le sens évolue au cours des 17, 18e pour acquérir celui que l'on connaît aujourd'hui. Mais on peut rappeler par exemple que le roi de France, à l'époque moderne, lors du serment du sacre, disait qu'il fallait exterminer les hérétiques. Ça signifiait pas les liquider tous physiquement, ça signifiait les chasser ou les bannir. Je peux prendre un autre exemple en m'appuyant sur le travail de Olivia Carpi, qui a travaillé sur les guerres de religion en Picardie dans les années 1560 et qui explique que les autorités catholiques entendent exterminer, c'est le terme, les protestants, mais ça signifie pas les tuer, ça signifie un ensemble de mesures coercitives et discriminatoires qui visent à les soit à ce qu'ils se soumettent, soit à les bannir. Et puis si je reviens aussi à mon travail sur les coureurs de bois, sous la plume des administrateurs du Canada à la fin du XVIIe siècle, on disait qu'il fallait exterminer les coureurs de bois. Donc ces individus qui allaient faire la traite des fourrures parmi les Amérindiens et qui étaient souvent mal vus des autorités, perçus comme des vagabonds, des libertins qui échappaient au cadre. Mais donc encore une fois, là, exterminer, le sens est plus celui d'un assainissement social, si je puis dire, que celui de liquider physiquement tous les coureurs de bois, sachant qu'il y en avait des centaines et davantage, et qu'il y a eu un seul d'entre eux qui a été exécuté. L'importance de contextualiser l'usage des mots, cela étant, ça n'empêche pas qu'il faut dire qu'il y a eu des politiques de destruction avec des massacres aussi commis par les Français, toujours avec leurs alliés amérindiens. Les Français ne pouvaient jamais faire la guerre à d'autres nations amérindiennes sans l'appui d'autres populations autochtones, ce qui renvoie à ce que disait Arnaud tout à l'heure, qu'il y avait des violences entre Amérindiens qui étaient très présentes. Alors pour ce qui est du mot génocide, c'est un terme qui est apparu dans l'historiographie surtout à partir de 1992, c'est-à-dire le contexte du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique entre guillemets, par Christophe Colomb. Et ce que je constate dans l'historiographie états-unienne, canadienne des 10 dernières années, c'est que l'emploi de ce terme s'est banalisé. Par exemple, le livre de Jeffrey Osler de 2019, Surviving Genocide, qui est une étude de la politique indienne des États-Unis au début du 19e siècle, et où il ne répugne pas à utiliser ce terme pour qualifier donc cette politique américaine, ou un autre auteur, Pekka Malainen, dans un ouvrage récent qui s'appelle Indigenous Continent, dit que les colonies anglaises du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, donc les 13 colonies, menaient des politiques
génocidaire, mais en fait il n'explique pas s'il s'agit d'une part de politiques brutales de conquête qui tentent à détruire des populations, ou d'autre part des politiques visant de façon programmatique à tuer les membres d'un peuple jusqu'au dernier, ce qui correspond plus à la définition du génocide telle qu'elle est rappelée par Semelin que je citais tout à l'heure. Et de fait, c'est deux politiques qui sont très différentes et qui ne relèvent pas nécessairement d'un continuum. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, selon certains spécialistes, il y a un cas de génocide qui serait bien attesté, c'est la Californie dans les années 1850. Mais dans d'autres contextes, comme celui par exemple de la déportation des Amérindiens de l'est du Mississippi, les Cherokees, les Creeks et les Natchez d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, dans les années 1830, ce que les Américains ont appelé le Indian Removal. Donc c'est une déportation brutale de population, mais c'est difficile de qualifier le terme de génocide comme tend à le faire Jeffrey Ostler dans son ouvrage. Arnaud, ça vous parle pour votre contexte d'études? Alors, concernant le XVIe siècle mésoaméricain et la conquête du Mexique, bien évidemment, il y a eu des massacres commis par les Espagnols au moment notamment de ce qu'on appelle le chemin de Cortés, c'est-à-dire l'arrivée de Cortés dans le golfe de Veracruz, et son long chemin à travers l'altiplano jusqu'à Tenochtitlan. Il y a plusieurs massacres qui ont été recensés, celui de Cholula qui a fait 4000 morts, celui de Templo Mayor en 1520 qui a fait plusieurs centaines de morts parmi les nobles mexicas. Pour ma part, je ne parlerai pas de génocide concernant les Amérindiens en Mésoamérique, car il n'y a pas de volonté de la part de la couronne d'éliminer ce peuple. Au contraire, il y a une volonté de les convertir, de les coloniser, de les exploiter économiquement par le système de l'encomienda. Mais il n'y a jamais eu de politique visant à éradiquer les populations amérindiennes de la Nouvelle-Espagne, au contraire, coloniser ces poblations. Donc c'est faire fructifier, faire rendre plus forte et plus nombreuse cette population qui permettra à l'économie espagnole, la mine, l'élevage et les cultures de prospérer. Quant aux chiens, c'est bien différent. Là, il y a bien eu volonté d'éradiquer, alors pas tous les chiens, et c'est ça qui est intéressant, d'éradiquer un certain mode d'être chien en ville, qui est le chien en liberté. Et donc, ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est que en faisant tuer les chiens sans maître ou semi-errants, on obligeait les propriétaires à reprendre le contrôle sur leurs propres chiens et donc à leur mettre collier, laisse, à les enfermer chez eux et donc finalement d'assigner à chaque chien un propriétaire bien défini. Et donc, à travers ce mouvement de décanisation, c'est un terme qui est né au début du XXe siècle, eh bien, finalement, on cherche à mieux urbaniser les populations et donc à éviter, faire en sorte que le propriétaire se charge à la fois de la limitation des portées de son propre chien, donc en faisant lui-même procéder à des éliminations de portées de chiots, en obligeant le propriétaire à ramasser les fesses et les excréments de son chien, à faire en sorte que son propre chien n'aboie pas lorsqu'il est enfermé, etc. Et ça a des conséquences sur des formes d'urbanité dont nous sommes finalement tous redevables aujourd'hui. Alors au terme de cet épisode, donc c'est une question traditionnelle donc dans la panaméricaine, est-ce que Arnaud et Gilles, vous pourriez nous donner quelques conseils de lecture ou d'écoute, des recommandations culturelles pour donner envie aux auditrices et auditeurs de poursuivre un peu la découverte de vos thématiques et de vos sociétés que vous étudiez. Toi Gilles, est-ce que tu aurais des idées à nous donner ? Oui, éventuellement, en m'intéressant au cinéma parce que moi, c'est pas les mystérieuses cités d'or qui m'ont conduit à la recherche sur l'Amérique du Nord, mais le cinéma a joué un rôle important, le cinéma américain, parce que le cinéma francophone, que ce soit français ou québécois, c'est très peu intéressé à l'histoire des relations entre les Amérindiens et les Européens. En revanche, les films américains, des westerns sur la conquête de l'Ouest sont légion, et avec le thème de la violence qui est souvent très prégnant. Donc je pourrais citer 3 films. Le premier, c'est La Porte du Diable, 1950, de Anthony Mann, avec Robert Taylor, qui joue un Amérindien, qui serait plus possible aujourd'hui, mais il est magnifique dans ce rôle. C'est l'histoire d'un Indien trahi et spolié par les Blancs, et qui représente cette histoire un peu la mauvaise conscience de l'Amérique,
C'est une histoire qui s'inspire des Nez Percés, donc un peuple du nord-ouest des États-Unis actuels, et c'est une sombre et magnifique méditation sur l'anéantissement spirituel, culturel et physique aussi des Indiens. Et ça prouve d'ailleurs que les westerns n'étaient pas tous des films dédiés à la gloire de la conquête de l'Ouest. On considère que La Porte du Diable, c'est un des premiers westerns pro-indiens, entre guillemets. Un autre western pro-indien 20 ans plus tard, plus connu, Little Big Man, de Arthur Penn, avec Dustin Hoffman, dont le personnage serait l'unique survivant de la bataille de Little Bighorn, fameuse bataille de 1876 qui a vu les Sioux et les Cheyennes et Arapaho vaincre le général Custer. Et c'est le récit picaresque d'un individu pris entre les cultures, puisque le personnage joué par Dustin Hoffman est adopté par les Cheyennes. Et en même temps, c'est la dénonciation du bellicisme de l'armée américaine, et en particulier du général Custer. Il faut évidemment rappeler qu'on est en pleine guerre du Vietnam et qu'il y a cette lecture sous-jacente. Et puis un film plus récent, 2017, qui s'appelle Hostiles, magnifique western de Scott Cooper avec Christian Bale, et aussi avec Wes Studi, qui est l'Amérindien le plus connu à Hollywood depuis 30 ou 40 ans, et dont je rappelle dans mon livre, ou je dis dans mon livre parce que c'est pas connu, qu'il est Natchez. Il est Natchez et Cherokee en même temps, et donc c'est là aussi une méditation à travers une sorte de road movie dans l'Ouest américain, à cheval. Méditation nostalgique sur les horreurs de la conquête de l'Ouest, mais dont l'intérêt aussi est de ne pas éluder la question de la violence des Amérindiens. Et alors j'aurais pu citer aussi Danse avec les loups, et je signale juste que Kevin Costner va sortir un nouveau film que je n'ai pas vu, mais qui n'est pas sorti, sur la conquête de l'Ouest, qui s'appelle Horizon, qui pourrait être aussi un beau film. Merci beaucoup Gilles, ça fait directement écho à notre précédent arrêt lecture qui était consacré à la conquête de l'Ouest et dans lequel on a notamment parlé de western avec Soisig Villerbu et Emmanuel Pérez-Tisserand. Arnaud, je vous en prie pour vos conseils. Alors quelques recommandations culturelles, alors là vraiment plutôt sur les chiens. Sur les chiens et leur massacre à Istanbul, je renvoie les auditrices et auditeurs à un magnifique film d'animation. C'est un court, 15 minutes, de Serge Avedikian qui s'appelle Chienne d'Histoire, qui a été édité en 2010. Je crois qu'il a reçu la Palme d'Or à Cannes pour le meilleur court-métrage. C'est saisissant, c'est poignant, avec une musique lancinante tout au violon. Et l'auteur, le réalisateur, fait un parallèle entre le sort des chiens et celui des Arméniens. Et puis peut-être un conseil de lecture, cette fois-ci de la littérature. Je renvoie à un auteur que j'apprécie beaucoup, Jean Rollin, Un chien mort après lui, publié chez POL en 2008. Qui est un tour du monde des chiens errants, et c'est à cette occasion-là que j'avais fait le fixeur pour Jean Rollin à Mexico, où je l'avais amené voir tous les chiens errants qui traînaient dans la ville de Mexico. Et peut-être un ouvrage d'anthropologie historique, vraiment un ouvrage pionnier sur les animal studies, qui est Keith Thomas, dans le jardin de la nature, sur la mutation des sensibilités en Angleterre à l'époque moderne, qui a été traduit en 1985 chez Gallimard. Merci. Je me demandais, est-ce que vous aviez vu L'île aux chiens de Wes Anderson? Oui. Et quand vous nous racontiez l'histoire des chiens mis sur une île et qui finissaient par se manger, je me demandais si Wes Anderson avait pu être... Ben voilà, il s'est directement influencé du cas stambouliote, puisqu'en fait c'est un décalque de la déportation des chiens à Istanbul en 1910 sur une île artificielle dans la baie de Tokyo. Ça m'a fait penser à Chien blanc, c'est un livre de Romain Gary, et puis il y a eu un film américain là-dessus. Donc haute forme de manière de lier chien et violence, puisque c'était les chiens qui étaient dressés pour attaquer les Afro-Américains, je crois, aux États-Unis. Ouais, c'est un magnifique livre politique sur le racisme aux États-Unis. J'ai évidemment été très marqué par sa lecture. Merci beaucoup Gilles et Arnaud. Je crois qu'on a un épisode très riche et beaucoup de contributions et de propositions pour poursuivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.